Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le SmackDown du 28 juin et le Monday Night Raw du 1er juillet 2024. Ce sera donc le Go Home Show en ce qui concerne le show rouge. Et pour m'accompagner dans cette analyse, personne. Eh oui, personne. Je suis solo Sikoa pour ce super catch-up. À quelques jours du Money in the Bank, je sais que c'est un des PLE que vous attendez le plus, un de vos PLE préférés. Qu'est-ce qui s'est passé à New York dans le show bleu? Eh oui, grosse soirée, tout simplement, puisque la Bloodline débarque en voiture avec un Poleman inquiet qui demande où est Jacob Fatu qui a fait son arrivée fracassante la semaine précédente. Pas de réponse de Solo Sikoa et un Poleman qui est complètement défait, mal rasé, le teint livide, les yeux rouges. Il a oublié de teindre ses cheveux, il ne va pas bien et il a bien raison de s'inquiéter. Derrière, Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens arrivent aussi en voiture. Voilà, il y a le covoiturage. Voilà, ça fait du covoiturage, c'est bien. Ça permet de prendre les bretelles. Ça permet de prendre les voies dédiées au covoiturage. Bravo à Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens qui montrent l'exemple. Ils viennent chercher la bagarre. Ils foncent sur la Bloodline qui était sur le ring. Et c'est la grosse baston. Tongaloa finit par passer à travers la table des commentateurs sur une swanton de Kay. Oh, Nick Aldis qui demande aux gentils d'arrêter, allez-vous-en. Mais les catcheurs disent non, nous on reste, on vient foutre le bordel. La sécurité débarque et se bouffe des RKO. Toute la sécurité se bagarre avec Kevin Owens, Cody Rhodes et Randy Orton. Les catcheurs qui donc restent forts face à la sécurité toujours aussi faible de la WWE. Kevin Owens qui nous dit oh là là, si vous croyez que vous allez attendre qu'on va attendre Money in the Bank pour se foutre sur la tronche, eh bien vous êtes encore plus con. Qu'est-ce qu'on pensait? Randy Orton lui dit que la Bloodline c'est bon, ils ont cassé les fesses là pendant 2 ans, ils l'ont mis dans le lit là sur le banc des blessés. Pendant tout ce temps, Money in the Bank, c'est terminé. Cody qui dit voilà, la Bloodline, vous voyez devant vous les 3 catcheurs, les 3 superstars les plus dangereuses du monde qui vont tout simplement vous botter les fesses. Kevin Owens, il a fait les main events de WrestleMania 2 d'affilée. Randy Orton, c'est tout simplement un 14 fois champion du monde. Ici, c'est les boss. Ici, c'est les patrons au Madison Square Garden. La police old school, hein, vraiment, on est à New York, au Madison Square Garden. On arrive, la police en uniforme. Ah ouais, sortie tout droit de votre série télé préférée, qui vient donc chercher et escorter, les gentils en dehors de l'arena. Et ça se termine comme ça avec la police et Nick Aldis qui se retrouve un petit peu débordé. On a quasiment 20 000 personnes ce soir au Madison Square Garden. C'est la folie totale. Tiffany Stratton, Candice LeRae, Jade Cargill, c'est un, si ce n'est le dernier match de qualification, pour le Money in the Bank, non, les 2 derniers. Voilà, ce soir, il y a 2 matchs féminins de qualif et c'est 2 matchs très importants puisque voilà, il reste 2 places et qu'on a quand même Stratton, LeRae et Cargill. Incroyable. Et c'est Stratton qui va remporter la mise. On a Nia Jax qui arrive pendant le match, on se souvient de Nia Jax qui gratte l'amitié avec Tiffany Stratton. Bianca Belair qui vient foutre le bordel. Et d'entre il y a de la bagarre entre Nia Jax et Bianca Belair.
Et ce qui va un petit peu foutre le bordel et ce qui va permettre à Tiffany Stratton d'en profiter. On a aussi Indy Hartwell qui est venu foutre le bordel en attaquant Jade Cargill par derrière. Donc Bianca Belair qui s'en occupe et Candice LeRae qui va tenter le roll-up. Mais Stratton en profite pour placer son moonsault pour la victoire. Tiffany Stratton donc, qui coche, qui pointe son billet, là, son ticket. Tiffy Time pour le Money in the Bank. De l'autre côté, il y a eu un deuxième match féminin de qualif. C'était Naomi contre Blair Davenport. Si vous ne savez pas qui c'est normal. On l'a pas vu depuis elle a été transférée au mercato. Et la fameuse Indy Hartwell. Indy Hartwell, comme je vous l'ai dit, elle a foutu le bordel pendant le match précédent. Résultat, elle se fait également jarter par Jade Cargill qui arrive pour l'attaquer. Et Naomi qui en a profité pour placer un petit roll-up. Voilà, Naomi qui va servir de patronne pour ce match. Ce qu'on se disait à la fois pour les mecs et pour les filles, il y a beaucoup de jeunesse dans ces deux affiches du Money in the Bank et c'est ça qui nous plaît. Excusez-moi, je bois un petit peu de café puisque comme je suis tout seul, je n'ai pas les longues tirades de Giscal pour boire ma tasse. Donc c'est comme ça que se verrouille cette affiche de Money in the Bank. Une belle affiche avec donc Naomi en patronne et puis Yoskai, l'ancienne championne du monde. Mais derrière, le reste, c'est que de la jeunesse. Et franchement, ça nous fait une belle affiche chez les filles. Je crois qu'il y a eu quelques petites... il y a dû y avoir quelques petites bisbilles après derrière dans les coulisses. Les filles qui se cherchaient un petit peu des noises. Ouais, il y a eu Michin qui voulait un match contre Nia Jax, ouais, voilà, c'est ça, qui cherchait le bordel, et c'est les Street Profits et Bifab qui arrivent. Ils sont chauds pour choper la Bloodline, et c'est les Pretty Deadly qui font leur grand retour. Les Pretty Deadly font leur grand retour, c'est vrai qu'on se demandait où ils étaient passés, alors j'espère entre guillemets que ça s'expliquait plus par une blessure, malheureux, mais bon, que par une absence de programme, parce que les Pretty Deadly, ils sont chauds, on les aime, et du coup, ça se transformera probablement en match la semaine prochaine. Oui, c'est validé, je valide ici au studio Catch-Up pour ce match qui sera validé la semaine prochaine. Donc du côté des filles, on a eu Bianca Belair qui a chauffé Naomi, et puis après Blair Davenport qui était là, et ça parlait de faire du cash-in sur Bayley. Voilà, ça se chauffe. Ça se chauffe du côté des filles. On reprend tranquillement. Il y a eu du beau monde. Voilà, il y a eu quelques stars locales, notamment Jalen Brunson, un joueur de NBA qui joue chez les Knicks, donc qui se fait évidemment applaudir et qu'on retrouvera un petit peu plus tard. LA Knight, Santos Escobar contre Logan Paul. C'est l'avant-dernier match masculin de qualif. Il y en aura un autre à Monday Nitro et pas n'importe lequel. C'est LA Knight qui va remporter ce match de qualif grâce notamment à du bordel du côté des joueurs de la NBA. Je vous l'ai dit, Jalen Brunson, donc joueur des Knicks, pour les suiveurs de NBA. Si Giscal avait été là, il aurait pu nous sortir l'affiche step de notre ami Jalen. Et Logan Paul, lui, il n'est pas venu tout seul, justement. Il est venu avec Tyrese Haliburton, qui joue... après, ils étaient à Boston. Je ne sais pas. Chez qui si, il est à Indiana, je crois. Oui, c'est ça. Les Pacers. Les Pacers de l'Indiana. Et du coup, voilà, il y a une qui avait pris le dessus sur les Knicks la dernière fois qu'ils se sont croisés au Madison Square Garden. Du coup, ce fameux joueur, Tyrese Haliburton, qui va tenter d'aider Logan Paul en apportant le point américain pendant le match de qualif pour les Money in the Bank. C'est le gros bordel. Et à ce moment-là, on a donc Jalen Brunson, donc le joueur de l'équipe de New York, des Knicks, qui débarque et qui le sort et qui va le chauffer. Ce qui va permettre à LA Knight de renverser un roll-up de Logan Paul et de remporter son ticket pour le Money in the Bank. Donc ça, c'était plutôt sympa pour ce dernier match de qualif, avec derrière, évidemment, Logan Paul et Tyrese qui s'en prennent à LA Knight, et donc Jalen Brunson qui vient avec une chaise. Alors, c'était un moment
Ça, c'était un petit peu naze, je dois l'avouer. Pourquoi? Parce que enfin, ces joueurs NBA, c'est des méga stars payés des millions qui font les gros. Voilà, ça trash talk sur les terrains, sur le terrain de basket. Mais alors, dès que ça sort de sa zone de confort, on a l'impression qu'ils sont là avec leurs grands bras et leurs grandes jambes à pas trop savoir quoi faire. Heureusement qu'Ellen Knight était là un petit peu pour chapeauter Jalen Brunson qui savait vraiment pas quoi faire de sa chaise. Il était censé être menaçant pour faire reculer Logan Paul et son adversaire. Je sais pas si ça joue dans la même division, mais voilà, de basket. Et en fait, le mec il croyait pas du tout. Donc t'avais Elena qui évidemment dit allez vas-y, prends ta chaise là, il faut quand même le menacer. On est là pour faire les guignols, bordel. Bon. Bref, c'était pas la meilleure séquence, mais ça fait plaisir aux Américains. Baron Corbin, on cherchait des nouvelles. Ça discute avec Apollo Crews, ça discute avec Carmelo Hayes. Puis ça parle de Money in the Bank, quoi. Ça se trash talk. Ce qu'on retient, c'est qu'on voit Baron Corbin et ça fait plaisir. Tout simplement, lui, Carmelo Hayes, est déjà qualifié pour le Money in the Bank. On a Austin Theory qui est là avec les DIY qui se sont fait interviewer pour parler du match la semaine prochaine face donc aux champions de SmackDown. Donc nous serons déjà au Canada pour un match pour le titre. Ce sera ce vendredi. En fait, j'enregistre la vendredi, donc ce sera ce soir si vous écoutez l'épisode. Donc Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui ont donc un passé, voilà, un petit passif dans cette arène du Madison Square Garden, mais qui n'en a pas, à vrai dire. Même vous, même moi, je suis sûr, on a tous une histoire avec le Madison Square Garden. Austin Theory qui débarque, qui vient un petit peu chauffer tout ce beau monde, et Johnny Gargano qui continue un petit peu ses mind games en parlant mal de Grayson Waller, qui d'ailleurs débarque pour attaquer Gargano et Ciampa, et donc c'est la bagarre. C'est la bagarre et on arrive comme ça, tranquillement mais sûrement, au main event. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Eh bien, on a eu des petites séquences. On a eu une petite séquence avec Polo. Polo, donc qui est pas bien, qui dit à Solo que Randy Orton et compagnie, ils ont été expulsés de l'arène. Oui, Jacob Fatou qui le dit à Paul Heyman, t'es mon wise man, je te rassure, j'écouterai tes conseils, toujours avec ce côté très menaçant de Solo Sikoa qui se veut à la fois rassurant, mais la menace plane. Et Eman Eman dit Jacob Fatou tout simplement n'est pas là ce soir parce qu'il est trop violent, voilà. Donc, il est pas là ce soir, il a écouté les conseils Solo Sikoa écoute les conseils de son wise man lui a dit écoute Jacob Fatou c'est un fou, un loup-garou, donc il a écouté et il est pas venu, donc finalement c'est un homme de sagesse ce Solo Sikoa, vous allez me dire. Vous allez voir qu'en fait, c'est un homme de sagesse, mais c'est un homme traître. Voilà, un vicieux, un gros vicelard, puisque lors de notre main event, qui est en fait une soirée d'adoubement, une soirée d'officialisation de cette nouvelle bloodline, de reconnaissance. Solo Sikoa qui demande à Tama Tonga de le reconnaître. Tama Tonga le reconnaît. Solo Tongaloa, pareil, il le reconnaît. C'est toujours alors, en samoan, ça parle local, ça parle le dialecte. Donc, I love you, my tribal chief. Il demande ensuite à Jacob Fatou, qui était là. Ouais, ce bon vieux Jacob Fatou, qui est qui dit, c'est celui qui prend le micro en fait et des mains de Paul Heyman évidemment, comme il fait souvent. Et il dit le nouveau membre de la Bloodline, Jacob Fatou. Et donc Jacob Fatou fait son entrée. Donc en fait, il n'avait pas écouté les conseils de Paul Heyman. Alors Paul Heyman est sur dessous, déjà qu'il n'allait pas bien, il n'a pas dormi pendant 2 nuits là visiblement. Et donc il se fait également acknowledge par Jacob, notre bon vieux Jacob. Et là, grand moment historique, le pivot dans l'histoire. Solo qui demande à Paul Heyman de le reconnaître, de l'acknowledge comme étant son tribal chief. Et Paul Heyman s'y refuse. Il dit j'acknowledge, je reconnais que tu n'es pas mon tribal chief. Solo Sikoa. Et là, Solo Sikoa, furieux, Samoan Spike, et donc un meurtre en direct. Jacob Fatou, les hyènes qui se jettent sur Paul Heyman. Le diving headbutt de Jacob Fatou. Et derrière, la triple powerbomb, on disait. Cette Bloodline 2.0 reprend tout l'arsenal, tous les atours de la Bloodline 1.0. Et Paul Heyman
Paul Heyman, je sais pas, 65 ans, 70 ans. 70 ans, je vais regarder. Quel âge a Paul Heyman? Essayez de deviner là, dans votre tête. Voilà, pensez à un chiffre. On va faire un petit jeu. Pensez à un chiffre. D'après vous, quel âge a Paul Heyman? Moi j'ai dit 70. Et ben alors, il a 58. Au début j'avais dit 60. Et ben là il avait l'air de... Pourquoi Eh ben, je pense qu'il a pris un gros coup de vieux ce soir. Ouais, j'étais un peu dur en disant 70, mais en même temps il est là depuis... Enfin je veux dire, le mec il a connu le Taker. Alors à partir du moment... Il était là avant le Taker. Donc, bon. Mais bon, il a 58 ans. Il est jeune. Il est jeune. Mais là je pense qu'il a vu la fin de très très près quand il est passé à travers la table des commentateurs. Oh, il a tout donné, hein. Franchement, là, c'était magnifique. Cette triple power bomb, là, cette image horrible, cruelle. Et ben d'un Paul Heyman qui, voilà, on enclenche, ça y est. On a tiré le coup de feu. On a arrêté de faire durer le suspense. Ça faisait des semaines hein, que Paul Heyman montrait des signes d'irrévérence, de peur même, hein. Il a demandé quand même à CM Punk de le prendre avec lui. Et on se disait quand même, enfin, Solo Sikoa, il a la cassette, là, il doit bien voir. C'est pas la cassette des Wyatt Six, mais il a la cassette, il doit bien voir ce que fait Paul Heyman. Donc, eh ben, ça n'a pas loupé ce soir, puisque dans ce main event, Paul Heyman a été tué des mains de la Bloodline. Et c'est comme ça que s'est terminé ce show bleu à New York. Un excellent show bleu qui vaut surtout, hein, surtout pour ce petit fil bleu et surtout ce gros main event. Ce gros opener aussi, hein, de bagarre avec la sécurité, avec les flics, ça j'ai bien aimé, hein, le côté très old school de cet opener. Et puis trois matchs de qualif, pareil, avec toujours, je trouve, c'est un sans faute. Hein. C'est un sans faute. Il reste encore une place à prendre chez les hommes, mais pour l'instant, c'est un sans faute dans les qualifs. Donc, bon, c'est très court en fait, hein, le SmackDown. C'est ce qu'on aime, mais en même temps, on disait sur Monday Night Raw la semaine dernière, on en reprendrait bien 4 heures. Donc là, c'était un peu court. Il y avait peut-être des choses. Peut-être qu'on pourrait trouver ça un épisode presque sage. Mais c'était sans compter ce gros main event. Et pour ça, je mets un bon 4, puisque on est concentré sur le pay-per-view, le PLE qui arrive. On avait quand même des gens qui ont fait le déplacement. Hein. Des gens qui ont fait le déplacement. On avait du gros main eventer, que ce soit pour l'opener, c'était pas mal. Logan Paul qui est venu faire un coucou. Une grosse salle. Des stars de la NBA qui sont venus. Alors ça c'est assez ridicule. Ce sera mon flop. Les stars de la NBA qui vraiment n'ont pas joué le jeu, en particulier le joueur des Knicks là, qui était assez ridicule. Et mon top évidemment va pour Paul Heyman, qui visiblement n'a vraiment pas dormi pendant 48 heures pour avoir cet air défait. Donc bravo à lui. C'est la méthode totale, la méthode américaine, la méthode hollywoodienne. Bravo à lui. Allez, on va direction le show rouge. Nous sommes le 1er juillet. Il reste beaucoup de choses à faire et c'est Jey Uso qui ouvre le bal à Boston, dans le Massachusetts. Voilà, on reste sur la côte est pour aller un peu plus tard à Toronto. On n'est pas très loin finalement. Jey Uso qui nous souhaite la bienvenue à Monday Night Raw, qui annonce qu'il va tout simplement être le prochain Mr. Money in the Bank. Il est coupé par Chad Gable. Chad Gable qui est toujours aussi méfiant. Il regarde derrière lui, par-dessus son épaule. Hein. Il en a marre de ce mot hit là qui n'existe pas. C'est un mot qui n'est même pas dans le dico. Par contre, lui, il est immortel. C'est un miracle. C'est un miracle. Si vous regardez dans la définition, dans le dictionnaire, le mot miracle, eh bien, vous verrez la tête de Chad Gable. Et eh bien, j'ai fact-checké, j'ai vérifié justement. Il a raison, effectivement. J'ai la dernière version du Petit Robert et il y a la tête de Chad Gable. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont réussi. Et c'est un miracle d'avoir survécu au Wyatt et d'avoir en plus empoché son billet pour Money in the Bank. C'est la folie. Quand soudain les lumières s'éteignent, la musique arrive. Alors que Jay, voilà. Jay en fait se fait un petit peu avant ça. Jay se fait un petit peu chauffer. Il dit ouais, t'as volé les Firefly. Fais gaffe à toi. Ils peuvent reprendre leurs Firefly. Je veux pas de problème avec les Wyatt. Et là, il y a des choses qui ont été intéressantes, qui ont été dites par Chad Gable. Il a dit finalement, toi et moi, on a fait un peu la même chose avec la famille. Mais Jay lui dit, mais attends, sauf que toi c'est le contraire, c'est toi qu'on a quitté, les autres t'ont quitté,
parce que tu étais un manipulateur. Moi j'ai fait, donc non, on n'est pas vraiment la même chose. Et au moment où justement Gable attaque Jey Uso, donc ça se met sur la tronche, et c'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent et que Chad Gable part, et en fait il est tout simplement bloqué, les sorties sont bloquées par les sbires des Wyatt Six. On a cet homme avec un masque de cochon, cet homme avec un masque de lapin, et cet homme avec un masque de Buzzard là, qui l'empêche, et Gable est obligé de sortir par les hauts des gradins. Pendant ce temps-là, Abby the Witch arrive, Nikki Cross évidemment, qu'on aura tous reconnu, et remet une nouvelle cassette, une nouvelle VHS à Michael Cole. Très bien, très bon opener, on parle du Money in the Bank, on adresse le fait que Jey Uso s'était fait interrompre, par aussi, était un petit peu concerné par cette sorte de Firefly, ça part de famille, donc clairement là, il y a l'angle de la famille qui va être un angle fort, 2024, c'est des histoires de famille, et derrière, j'ai bien aimé justement cette séquence avec Gable qui est pourchassé, bloqué par les sbires là, des Wyatt Six qui sortent, qui sortent là des backstage. Voilà, ils se rapprochent tout doucement, progressivement. On va parler de la cassette. La cassette qui a été une fois de plus décodée grâce au magnétoscope. C'est une cassette, une fois de plus, de Bo Dallas et Uncle Howdy. Alors, pas énormément, c'est pas un format, voilà, c'est le même format. Pas de grosses nouveautés sur la cassette, mais quand même un discours très intéressant. On voit Audi qui demande à Bo Dallas combien de temps ils vont devoir encore faire ça. Enfin, c'est Bo Dallas qui se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ici? Euh, et Bo Dallas dit voilà, enfin, lui il pense avoir une mission destinée à faire ça. Et à chaque fois, on a comme ça un échange avec ce oncle Audi qui pose des questions qui fâchent, qui pose des questions qui tente d'ébranler les convictions de Bo Dallas. Un peu comme si Bo Dallas se cherchait des excuses, en fait, une raison valable de faire ce qu'il s'apprête à faire. Donc ça, c'est vraiment bien fichu. On a un côté psychologique vraiment plutôt bien ficelé. Et Bo nous dit qu'il prévoit de faire quelque chose de beau, de devenir une famille. Ils sont devenus une famille, là, tous ensemble, tous ces gens qu'ils ont essayé d'abandonner et d'oublier. Et surtout, il doit dire les gens doivent payer pour avoir trahi leur famille. Donc voilà, c'est ça, on s'en doutait, mais vraiment, ils vont s'attaquer aux gens qui trahissent leur famille. D'où, voilà, évidemment, l'attaque sur Chad Gable. Dallas, voilà, il est la voix de celui qui va apporter la punition pour tous ces gens-là. Il va leur régler leur compte. Et tout d'un coup, les deux interchangent leur corps, ils fusionnent en une seule et même entité. Et Bo Dallas se retrouve tout seul. Et il est enfin libéré, tout simplement. Donc c'est très très fort. On n'a pas forcément de grosses nouveautés sur cette séquence-là, mais on a la confirmation que Oncle Howdy et Bo Dallas sont une seule et même personne, mais ce sont deux aspects de la personnalité de Bo Dallas et donc Howdy. Un Bo Dallas en deuil qui tente de trouver une raison en fait d'exister après ce qui lui est le malheur qui lui est arrivé évidemment et qui a l'impression que personne ne peut comprendre et qui a trouvé des gens qui se retrouvent dans la même situation que ça et qui se projettent via Uncle Howdy qui a l'air d'être celui qui le provoque justement et qui va mettre un peu le feu le feu à le feu aux poudres et intéressant de voir la suite, mais en tout cas on a une validation, une confirmation des motivations de Bo Dallas. Donc moi j'ai bien aimé ce petit diptyque là entre à la fois Chad Gable qui se fait pourchasser et la continuité avec cette deuxième VHS de Bo Dallas. Voilà, on va pas pouvoir en faire 10 semaines comme ça de VHS, mais on peut en faire 2-3 et puis après les choses sérieuses pourront commencer. Voilà, SummerSlam peut-être, ce serait plutôt bienvenu d'avoir enfin quelque chose à se mettre sous la dent avec ce clan qui est promis à de grandes choses. Gable, justement, il est à la cafette, il croise Otis, tout simplement. Et il lui dit, bah voilà, j'ai vu la vidéo, il parle de moi, c'était très drôle. Il parle de moi, je vais avoir besoin d'aide. Je sais que j'ai dit, voilà, j'ai pas été sympa avec toi, tu me détestes. Voilà, il essaye de faire
De s'excuser, hein, finalement, de s'excuser. Et Otis, voilà, toujours dans cette qualité d'écriture. Otis dit, écoute, je te déteste pas, mais on va pas t'aider en fait. Ce que t'as fait, c'est pas bien. Le problème, c'est pas nous, le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est toi, quoi. Tu dois bosser sur toi. Euh, il dit, bah ouais, mais attends, Otis s'est pris à moi, mais après, ça pourrait être toi, ou Maxime, ou Tozawa. Euh, Moi, je serai toujours là pour vous aider. Tu dois savoir, tu dois savoir. Donc voilà, on a toujours ce chat Gable hein, qui essaye un petit peu de manipuler parce que là, clairement, pendant toute cette séquence, on voyait que il vérifiait, il regardait les réactions de Tease, donc manipulation hein, de Gable, là, non pas douter. Donc ça, c'était plutôt bien. Tout cet angle avec Gable est vraiment super. On revient un petit peu en arrière. On a eu Xavier Woods contre Karrion Kross avec une victoire de Xavier Woods sur un roll-up. Voilà. Bon, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce qu'on était parti sur un truc assez sympa avec ce Karrion Kross qui enchaîne des victoires sur des champions, des anciens champions du monde. Hein. Il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis il a perd contre Xavier Woods sur un roll-up. Donc forcément, il est pas content. Et puis, ils se font tous tabasser derrière. Et Karrion Kross dit t'oublies pas, hein, tu peux rejoindre mon clan. Hein, tu m'appelles. C'était naze. Franchement, c'était naze. Damien Priest, eh ouais, notre Judgment Day ce soir, grande soirée. Dominique, Rey Mysterio. Il y a du grabuge avec un match qui se prépare. Dominique dit quoi? J'ai discuté avec Ripley, tout va bien. Et là, Priest, ah là là, ça c'est vraiment. Priest, il fait le papa, il prêche le faux pour avoir le vrai. Il dit non, 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 moi je sais que tu mens. J'ai appelé Ripley, elle est pas contente. Dominique, il fait la tête, oh merde, j'ai menti, je fais pris la balle dans le sac. Tu dois régler hein, cette histoire avec Liv Morgan, il faut que ça s'arrête. Donc ça rentre dans la loge hein, de Judgment Day. Et puis là, il y a Liv Morgan, évidemment, qui est avec les boys. Et ils sont en train de jouer à WWE 2K. Elle souhaite bonne chance à Dominique pour son match ce soir. Elle s'en va, elle dit mais c'est quoi ça? C'est vraiment pas cool d'avoir Liv Morgan là dans la loge. Et là, Balor lui rappelle que c'est grâce à elle hein, qu'ils ont été champions. Et qui dit que c'est un peu Damien Priest qui fout le bordel. Hein. C'est un peu lui le problème là. Il a bien entendu ce qu'il a dit. Rappelez-vous, hein, Damien Priest a dit qu'il n'avait pas besoin du Judgment Day. Alors Damien Priest, c'est un peu comme un bon politicien. C'est de rétro-pédaler. Il dit écoute, je suis champion du monde, c'est normal, je me mets en avant. Et voilà, maintenant vous êtes champion, on est cool. Quand c'était Rhea Ripley, voilà, c'était elle qui était un peu au sommet voilà, du Judgment Day, celle qui avait les spotlights. Voilà, on va rester champion. Euh, mais bah, Finn Balor, il dit on est frères, ok, d'accord, mais t'as changé, mec. T'as changé depuis que t'es champion. Et donc ça se termine là-dessus. Donc c'est pas mal parce que c'est des boys, c'est des potos, c'est des frangins, mais ça se dit quand même les choses et ça se prend la tête. Donc ça c'est pas mal. Ça continue derrière avec un match hein, entre Zelina Vega et Liv Morgan que va remporter Liv Morgan. Alors Zelina versus Liv Morgan, accrochez-vous, c'était non seulement un match pour le titre, mais c'était un super bon match. Et ouais, un excellent match de championnat entre Zelina Vega et Liv Morgan. Alors, si on m'avait dit ça l'année dernière, je l'aurais pas cru. Je sais pas ce qui se passe, il y a dû avoir un autre producteur sur les matchs féminins ce soir-là. Ça fait quelques semaines qu'il se passe des choses chez les filles dans les matchs de qualif ou des 1v1. Oui, elles ont plus de temps, les movesets sont plus riches, il y a plus de storytelling, c'est plus lié au reste, voilà, au reste des autres divisions. Et là, c'est Zinavega Liv Morgan, je n'ai pas le chrono. Peut-être que ça a duré 7 minutes, j'en sais rien, mais moi, là, comme ça, j'avais l'impression que ça a duré un bon petit quart d'heure. Pour moi, là, tu pouvais trouver ça dans un match de PLE, voilà, sur une grosse soirée où tu as 7 matchs. Il y a une époque, ça passait tranquille dans un PLE. C'était un excellent match, peut-être un des meilleurs matchs de Zelina Vega depuis longtemps, et probablement un des meilleurs matchs de Liv Morgan aussi pour ce soir. Alors, évidemment, Domino est venu foutre le bordel pour apporter son soutien, non pas auprès de Liv Morgan, mais de Zelina Vega. Et Rey Mysterio, il arrive, il fait aussi, il a son petit grabuge, et ça se bouscule entre Rey et Dominique, c'est la bagarre. Et Zelina Vega, qui a fait un 619 pour le passer un DDT derrière. Mais Domino balance sa chaise, hein, il l'avait déjà fait, rappelez-vous. Et Zelina Vega prend la chaise
Et elle met un énorme coup sur Domino, mais vraiment c'était super bien ficelé. Et derrière, l'Oblivion de Liv Morgan. Et donc Liv Morgan est trop contente parce qu'elle se dit, ce Domino, mon dom-dom, mon papa, mon daddy-dom, Dirty D, il est venu m'aider. Et oui, il est, voilà, je lui plais, je lui plais. Donc après le combat, les deux, voilà, les deux repartent ensemble. L'autre, elle est trop contente. Il y a une petite interview et puis voilà, elle dédie sa victoire à l'homme le plus beau de la WWE, Daddy Dominique. Donc ça, c'était excellent. On a retrouvé un petit peu plus tard tout le Judgment Day. On a donc derrière, ça enchaîne en fait. Ça enchaîne avec Seth Rollins et Damian Priest. Seth Rollins qui a fait donc son grand retour. Il veut redevenir tout simplement. Il dit qu'il est dans une ville de champions, quoi. Hein, à Boston, dans tous les sports, il y a des champions évidemment, que ce soit avec les Celtics, la NBA, les Sox, dans le baseball, les Bruins aussi, au hockey. Voilà. Ils ont un esprit de compète ici, lui aussi, voilà, il veut être au sommet. Donc il va prendre le titre. Il veut pas briser le Judgment Day, mais il y a quand même voilà, cette stipulation que si Damien Priest perd, eh ben, il doit quitter le Judgment Day. Prestation, j'ai dit ce que j'en pensais. Hein. C'est un peu bizarre comme stipule, mais pourquoi pas. Du coup, Finn Balor débarque pour l'interrompre. Champion, hein, lui aussi. Il est champion, d'accord. D'ailleurs, il est champion par équipe. Il dit les choses ont changé ici. Le Judgment Day change, Damien Priest change, et c'est de ta faute, Seth Rollins, tu es celui qui fout le bordel. Donc tu lui dis, ouais, t'es jaloux, t'as même pas été foutu de gagner un titre mondial depuis quasiment 10 ans là. Donc Damien Priest débarque à son tour, parce qu'il n'est pas content que son poteau Finn Balor se mêle de ses affaires, donc ça chauffe un peu. Hein. Il dit, oh là, ça sent le piège, non, c'est pas un piège, donc il le pousse, il dit, laisse-moi régler cette histoire. Tes jours sont comptés, lui dit Seth Rollins. Ça arrive vers la fin et puis il se prépare à se battre. Et puis c'est Finn Balor qui en fait attaque Seth Rollins dans le dos, Priest qui l'en empêche derrière. Et derrière, il fait un chokeslam à Rollins après que Rollins ait placé un stomp sur Balor. Donc là, on est vraiment dans une écriture. C'est très très simple, très efficace. Mais ça marche super bien. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a ces relations très tendues entre tous les personnages. Tout le monde peut. C'est pas des histoires de trahison en fait, mais c'est genre les gens sont hyper tendus et il y a forcément. Voilà, c'est comme les westerns en fait. C'est genre je dégaine pas. Tu dis, il y a peut-être pas besoin. Ce soir, on peut peut-être tous dormir tranquille sans se mettre des pains sur la tronche. Et puis il y a forcément un mec qui va dégainer, qui va faire le petit move et derrière, ça part dans tous les sens. Donc là voilà, duel au soleil, duel à 3. C'était vraiment cool cette séquence. Pas grand chose à raconter, mais on a joué l'angle un petit peu de la tension entre Damien Priest et Finn Balor, évidemment Seth Rollins, manipulateur, qui connaît bien. Alors, je suis désolé, je vous ai menti. Voilà, catch-up, on vit dans le mensonge. Il restait un match de qualif pour chez les filles. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que tout était joué, c'était un peu étrange ceci dit. Et c'est Zoe Stark qui s'est qualifiée face à Dakota Kai et à Ivy Nile. Voilà, pas de grosse surprise. Je savais que chez les filles, il n'y a pas énormément de surprises, mais presque chez les mecs non plus, une fois qu'on a compris un peu comment tout ça allait se programmer. Donc Zoe Stark, je suis content pour Zoe Stark. Moi j'aime bien Zoe Stark, je suis content. Elle mérite de se qualifier. On aura un autre match de qualif, mais ce sera notre main event et ce sera chez les mecs. Mais en tout cas, voilà, chez les filles, voilà, ça change rien à ce que j'ai dit. La fiche est belle. Beaucoup de petites jeunes. Et puis voilà, deux vétérans pour chapeauter tout ça. Donc on est pas mal. Derrière, on a quand même eu Kairi Sen qui est arrivé pour foutre le bordel. Hein. Et puis les tag team championnes Ayla Dawn et Alba Fire qui sont venus prêter main forte. Voilà, parce qu'elles en ont après le damage control. D'ailleurs, ils vont péter un petit câble à Dakota Kai, je crois un peu plus tard. Elle pète un petit câble. Donc bon, ça c'est plutôt. Ça mange pas de pain, mais au moins, voilà. Les championnes existent, tag team. Il n'y a pas besoin qu'elles aient un match ce soir, mais au moins elles sont là, elles interviennent pendant un match de qualif, donc, ou après, pendant, peu importe. Mais voilà. C'est fait en bonne intelligence, on va dire. Rey Mysterio versus Dominic Mysterio. Excellent, voilà, un match... père-fils, hein, c'est gratuit, prenez.
façon qu'on arrive au Madison Square Garden, on a toujours des affiches de main event, hein, à chaque fois, enfin de PLE. Un gros match entre les deux, entre le paternel et le fils. Et l'arrivée évidemment de Liv Morgan qui veut rendre l'appareil à Domino, mais ça va pas marcher. Puisqu'en fait, on a. Ah oui, alors d'ailleurs, j'ai dit Domino, il nous place un Three Amigos, mais qui a fait pareil? C'était Liv Morgan pendant son match. Liv Morgan qui a fait un Three Amigos, que je dis, ce match était complètement ouf. Il était super ce match. Bonjour, si vous ne l'avez pas vu, ça vous arrive, hein. Vous écoutez des fois nos analyses sans avoir vu les matchs. Et bah, celui-ci, je vous le conseille vraiment, vraiment. Voilà, et du coup, ce petit diptyque là entre les deux était vraiment pas mal, ces deux matchs à suivre. Donc c'est un peu le bordel. Liv Morgan qui aide plusieurs fois Dominique à s'en sortir. Des baseball slide sur Dum Dum qui passe, mais réatterrit sur Liv Morgan. Et donc Morgan, enfin comment dire, Dominique qui tombe sur Liv Morgan. Et non qui a les fourchons, hein, voilà, qui chevauche tout simplement Liv Morgan. Il n'y a pas d'autre façon de décrire ce qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et Et donc, vraiment assez incroyable, hein. C'est une tension physique assez forte à ce moment-là. Domino est ramené par son père, il dit laisse cette vilaine fille, vilain garçon, rentre à la maison. Je ne peux pas s'en empêcher, hein, pas s'en empêcher. C'est le bordel. Zelina Vega qui vient à son tour se battre avec Liv Morgan, c'est le gros bordel. Et puis Liv Morgan qui a fait tomber Dominique qui était voilà, sur le coin du ring. Et Rey Mysterio qui en profite pour coucher son fils. Et victoire de Rey Rey. Et Liv Morgan qui est toute triste en fait, hein, car a connu le meilleur comme le pire ce soir avec Dominique. Excellente séquence. Sami Zayn, il arrive, il va nous faire son discours un petit peu classique. De Sami Zayn, il s'est battu pour en arriver là, pour être champion intercontinental. Braun Breaker, son adversaire, à Money in the Bank, il détruit tout le monde, mais Sami Zayn, il a l'habitude d'être détruit, donc il n'y a pas de problème, il va se faire détruire et il va quand même gagner. Les Breakers arrivent, il dit du respect, mais le respect, il va exploser quand je vais t'exploser, Sami. Donc voilà, grosso modo ce qui se passe. Grosse tension entre les deux hommes. Sami Zayn, une petite provocation qui dit à Braun Breaker qu'il n'est peut-être pas aussi bon qu'il croit. Donc voilà, un peu voilà, le vétéran, hein, qui fait un peu de psychologie. Rendez-vous à Money in the Bank. Et au moment où Breaker s'en va, il revient, il fait un énorme spear à Sami Zayn. Et là on a une séquence sympa. À toi, à moi. Le deuxième spear est évité par Sami Zayn. Et donc Braun se prend les escaliers. Un énorme explodeur de Sami Zayn au moment où il va placer son Hell of a Kick. Le deuxième spear énorme de Braun Breaker. Ce match-là, moi je l'attends avec impatience. Les pronos sont ouverts. À l'heure où vous écoutez, les pronos sont ouverts. Et sur ce match-là, si on veut jouer la sécurité, j'imagine qu'il faut rester sur Sami Zayn. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une rising youngstar qui arrive, qui démonte tout et qui gagne un titre rapidement. Et qui mieux que Braun Breaker pour le faire sur Sami Zayn en plus, qui honnêtement, n'a pu. Sami Zayn n'a c'est terrible, mais ça montre le statut de main eventer, de méga superstar de Sami Zayn. C'est comme beaucoup, en fait, ils n'ont pas besoin des ceintures. Donc voilà, on va pas faire tous les jeux des pronos, mais je mets très bien une piécette sur Braun Breaker là, hein. Donc après, est-ce que ça va se passer à Toronto? On est à Toronto. Les Canadiens ont souvent été malmenés par la WWE avec Sami Zayn quand il venait sur ses terres d'origine. Est-ce qu'ils vont nous refaire la même? Ça peut aussi aller à SummerSlam cette histoire. Mais ouais, voilà, je vois bien un petit coup là. Je vois bien un petit coup se jouer. Et bon. Et on arrive tranquillement au main event. Si j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai rien oublié. La semaine prochaine, Chad Gable versus Jey Uso, Damage Control contre Lyra Valkyria, Katana Chance et Carter, qui sont les filles qui sont venues foutre le bordel pendant je sais plus quel match en fait, je ne sais même pas. C'est la division tag team low card / qualifié de Money in the Bank qui se joue. Mais écoutez, c'était pas trop mal.
C'est pas trop mal puisqu'on arrive dans ce main event avec un Drew McIntyre surmotivé qui affronte Sheamus, qui nous a gratifié d'une très bonne vidéo, très bonne promo pendant cet épisode. On a retrouvé un Sheamus bagarreur avec une petite vidéo là, de Drew McIntyre et Sheamus, les vieux poteaux qui se connaissent depuis très longtemps. Il y a Dragunov aussi dans une petite vidéo, voilà, le Matt Dragon qui va tout simplement prêt à mourir sur le ring. Donc cette affiche en soi, en fait, le match est déjà bon, rien qu'à voir l'affiche, rien qu'à voir le visuel sur nos écrans. Donc ça, c'est assez incroyable. McIntyre, Dragunov, Sheamus, et ben ça n'attend pas, ça se fout sur la tronche direct, voilà, les bro kicks, les coups de boule, les coups de coude, la folie d'Ilya Dragunov, voilà, la dureté de Sheamus, et le vice de Drew McIntyre, incroyable, les bro kicks sur Dragunov, qui va pour perdre, enfin voilà, Sheamus qui est là pour l'Irlandais qui est là pour se qualifier, mais McIntyre qui chope Dragunov, et là qui balance Dragunov contre les barricades, et c'est la grosse bagarre entre Sheamus et Drew McIntyre, mais qu'est-ce qu'on attend? Sheamus versus Drew McIntyre, c'est pas possible, là en plus c'est la vidéo qu'ils nous ont mis là, souvenez-vous, on en a tellement parlé, ils se sont croisés, ils se sont jamais vraiment rentrés pleinement dedans les deux, surtout avec un titre en jeu, tout. Enfin, Sheamus, McIntyre, il y a encore tellement... Si Sheamus doit partir, c'est dans un match de folie face à McIntyre, ça c'est sûr et certain. Mais Sheamus, il est de retour, hein, il a eu son petit faux départ, mais là, il est au taquet. D'ailleurs, où sont passés les burgers? Visiblement, il a arrêté, il a changé de régime alimentaire, parce que là, Sheamus, en 3 semaines, le gars, il a retrouvé voilà, son physique d'il y a 2 ans. Je sais pas comment il fait, enfin si, je sais comment il fait, mais voilà. Moi, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Si vous y arrivez, je vous souhaite, je vous salue, parce que là, c'est assez incroyable ce qu'il nous a fait. Mais bon, voilà, ce soir, chez Sheamus l'Irlandais, ça va pas se passer comme il l'aurait voulu. Les grosses patates sur la tronche, et vas-y que je te fais là les 50 coups là du Rohan, comme je dis, à l'extérieur. Là, il y a une séquence. Il y a aussi ça qui a pas mal changé. Et d'ailleurs, c'était une séquence qui m'a fait flipper. L'arrivée de Jey Uso, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu. Dans la foule, arrivé voilà, dans les coursives tout d'abord, avec ce plan séquence avec la caméra, les fans qui ont fait une tranchée en fait pour le passage de Jey Uso avec la folie voilà, des fans. D'ailleurs, il y en a 2-3 qui se sont fait bien bousculer par Jey Uso, voilà, qui ont dû avoir 2-3 goodies offerts par Stamford après, voilà, pour pas avoir un procès au cul. Mais c'est... Enfin, moi, ça me fout les jetons des fois. Cette séquence avec Jozo, j'ai pas trop aimé. Enfin, si, je kiffe en soi parce que je trouve ça une ambiance électrique, mais ça me fait peur. Et physiquement, c'est chaud. Hein. Je me rappelle avec les entrées du Shield, les mecs, ils en pouvaient plus, quoi. Seth Rollins, il disait, j'en peux plus les entrées là dans les gradins. Mais on se fait malmener, tous les gens nous attrapent par le bras, les cheveux, ils nous tirent. Enfin, ils sont obligés de se mettre dans une cage, quoi, pour un tunnel, pour en fait ne même pas penser aux fans quoi du tout. Là Jey Uso il y va et puis il harangue la foule et tout. Et pourquoi je fais le lien avec Sheamus? Parce que Sheamus c'est pareil. Là quand il fait ça, il est à un moment il est dans la foule, voilà, il balance, il pilonne la poitrine de Drew McIntyre et derrière après il saute et il célèbre cette séquence avec des fans et vas-y quoi, je te prends bras dessus bras dessous. C'était en fait par contre enfin voilà, j'ai adoré cette séquence avec Sheamus, genre il revit et ça a l'air d'être des voilà, il y a des règles qui changent, des consignes qui changent. Backstage, pour les producteurs, pour les superstars, les réals, des choses qu'on n'avait plus le droit de faire, des choses qu'on n'avait plus le droit de dire, qu'on peut refaire, qu'on peut redire. Et ça, voilà, c'est l'ancienne époque, hein, les catcheurs qui sautent dans le public, voilà, qui chopent les bières des fans et qui les balancent dans la tronche de l'adversaire. On voyait plus, ça c'était un peu devenu aseptisé, un peu clinique. Et on peut aussi comprendre pourquoi, il y a des questions de sécurité, hein, comme des moments un peu chauds, quoi. Donc, mais là on revient, donc voilà. Si on n'en abuse pas, bon, après ils font ce qu'ils veulent, hein. Il y a des séquences comme ça qui sont vraiment cool et qui permettent des fois aux catcheurs, aux catcheuses de reconnecter, voilà, chez eux, si on a besoin de reconnecter avec le public. Donc ça vraiment, ouais, c'était super cool. Mais je l'ai dit, hein, l'Irlandais, ben, il a fait la fête, mais il va pas faire la fête à la fin du match, puisque au moment où il se relance pour le Brogue Kick,
McIntyre le bloque et place une énorme Claymore là, pour le compte de 3. Et donc la victoire de l'Écossais célébrée par Drew McIntyre avec une petite interview derrière. Et voilà, il va à la guerre. Il va la gagner, il l'a fait ce soir. Voilà, victoire sur le champ de bataille. Je parlais de tranchées, voilà, le champ lexical est posé. Le contrat Money in the Bank à Toronto, il sera champion du monde. Drew McIntyre nous le dit d'ailleurs. Voilà, hein. Allez au prono, il y a les matchs, mais il y a aussi les tiebreakers, les questions bonus. Est-ce qu'on va cash-in à Toronto? Est-ce qu'on va réussir? Et est-ce que Drew McIntyre va se faire emmerder une fois de plus par un Chicagoan? Eh bien, les questions vont être vite répondues quand vous irez sur le concours de pronostics qui est ouvert. Le lien est sur notre Discord. C'est comme ça que se termine ce show rouge. Alors, que dire qu'on est parti de tellement haut de la semaine dernière que là, peut-être un petite... Allez, on descend 0,25 points de moins. Moi, je vais mettre quand même 4, je vais mettre, allez, je veux pas trop m'emballer. Ah si, c'était bien. Franchement, à part Karrion Kross qui était pas terrible, j'avoue que tout le reste était quand même bien chaud. Quand on est vraiment dans du chaud. Même chez tout ce qui est chez la division féminine, j'ai trouvé ça bien. Elles partent de tellement loin. Puis on a eu des super matchs. Allez, 4,5 quand même, parce que c'était vraiment... c'était du lourd. Je suis désolé. C'était du lourd, ce Monday Night Raw. Qu'est-ce que je vais... Alors, en flop, bah, je le donne, voilà. Au match de Karrion Kross, cette défaite de Karrion Kross, moi, je comprends pas. Faut pas qu'il faut qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de se prendre la tête avec cette storyline, ou alors qu'ils nous la mettent dans le show main event. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Pour ce que c'est, on est dans de la pure low card. Faites-nous un truc simple, s'il vous plaît, tout simplement. En top, allez, je vais me faire plaisir. C'est un top coup de cœur, ok? Un top coup de cœur. Zelina Vega versus Liv Morgan. Je donne mon top à ce match. Alors c'est un top coup de cœur parce que voilà, intrinsèquement, il y a eu des choses encore plus folles. Que ce soit que le reste de Judgment Day, que ce soit que ce Meleven qui était complètement fou. Mais honnêtement, c'est ce qui m'a le plus surpris et en très bien, c'est ce match. Ce match m'a... j'étais scotché. Alors scotché, pourquoi? Parce que les matchs féminins, je suis désolé, mais c'est un peu l'arnaque du siècle, là, la division féminine avec Triple H. Là, je sais pas ce qui se passe. Je vous l'ai dit, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Les producteurs, je sais pas ce qui se passe. Mais là, Liv Morgan, le moveset, regardez le moveset de Liv Morgan, de Zelina Vega, des choses qu'on voyait jamais, des énormes DDT, on a eu un ensemble de moves, puis c'est Zelina Vega, quoi, on la voit quasiment pas, elle catche pas, puis tout petit gabarit, et franchement ça a bien marché, surtout de la storyline derrière, voilà, du run-in, du bordel à l'extérieur, il y a eu des near fall, où j'ai fait wow, je me disais bien Liv Morgan n'allait pas perdre, mais quand tu sais que que la championne ne va pas perdre, mais que tu as le petit frisson comme sur un near fall de Zelina Vega, voilà. Tout est dit. Bon, on va pas trop se chauffer, on va pas trop s'ambiancer, mais voilà, ça c'est beau coup de cœur. Et c'est comme ça donc se termine cette double analyse de ce week-end complètement fou. Il reste donc un SmackDown qui aura lieu, je crois, à Toronto. Les deux, ce sera comme le PLE. Je vous invite dès maintenant pour les pronostics, puisque c'est samedi soir qu'a lieu le PLE. Donc, les pronostics se termineront à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, parce que les matchs, je crois la carte commence à 1h du matin, il y a des histoires de, peut-être d'heure d'été encore, je sais pas, parce que d'habitude c'est 2h, mais là je crois que ça va être 1h du matin, heure française, donc minuit à minuit on arrête les pronos, voilà, il y a 5 matchs, voilà, les 2 matchs Money in the Bank, ça c'est pas facile. Moi, voilà, allez, je fais mes petits pronos, je partage mes petits pronos. Alors, je vais commencer par le fameux Sami Zayn, Braun Breaker. Je mets une petite pièce sur Braun Breaker. Je me donne voilà, c'est mon pas, voilà.
mon petit pari chaud bouillant. Pour les matchs Money in the Bank, eh bien, je mets Chelsea Green chez les filles. Je sais que Tiffany Stratton est aussi bien placée, mais je pense que Chelsea Green apporterait beaucoup plus à la mallette et la mallette apporterait beaucoup plus à Chelsea Green, d'autant plus que Tiffany Stratton a une petite histoire avec Nia Jax. Pour moi, Chelsea Green, elle doit choper la mallette, c'est maintenant. Faut y aller. Chez les hommes, eh bien, moi, je vais pas jouer la carte de l'Écossais, je vais pas m'embrouiller avec Drew McIntyre, chope la mallette et après il fait un cash-in le soir. Et si un peu, ce serait du gâchis, c'est peut-être ce qui va se passer, probablement. Mais j'ai pas envie qu'on gâche. Enfin, vraiment, y a pas. Psychologiquement, ce serait de la folie, par contre. Ce serait de la folie, donc je serais prêt à l'accepter. Parce que Drew McIntyre, qui s'est pris un cash-in il y a 2 mois, qui tente le sien et qui se le fait saboter par CM Punk, en fait, ce serait du grand art. Donc peut-être qu'il faut jouer ça. Mais moi, je suis bien emmerdé. J'aurais bien mis Chad Gable quand même avec la mallette, histoire d'avoir ce côté miraculous, mais je crois qu'il va être tellement emmerdé là, avec la Wyatt, les Wyatt Six, que je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Et vient Jey Uso. Jey Uso, il a besoin de quelque chose. Il a besoin, et pour moi, c'est le favori. Donc là, il n'y a pas de... Donc je partirai sur Jey Uso. Pour le match de la Bloodline, pour moi, la Bloodline va remporter ce match 2.0. Un match lâchez-vous. Évidemment, 2.0, voilà, la suite de Lyon. Et Seth Rollins, Damien Priest, évidemment que Damien Priest doit gagner ce match. Mais voilà. Ça peut être je pense que c'est du 60-40 pour Damien Priest, Seth Rollins. Seth Rollins, c'est quand même du gros bankable pour SummerSlam. Donc, mais bon, je pense qu'ils vont lui trouver un autre programme. Comme je disais, c'est une méga star. Il n'a pas besoin du titre. Et je pense que Seth Rollins va avoir un gros match à SummerSlam, mais un match qui ne sera pas autour du titre. Ou alors peut-être une triple frite. Mais voilà, pas ce soir. Donc voilà mes pronos. Voilà, on profite de tout seul pour balancer les pronos. Venez nous rejoindre sur le concours de pronos. Vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Il n'y a pas de date de départ, pas de d'arrivée. À part, il y a un champion qui est couronné à la fin de la saison à WrestleMania. Mais on peut aussi remporter les sessions à chaque PLE. Donc venez détrôner Lali, qui est notre tenante du titre du Ketchup Roll-Up Championship. Il n'a toujours pas de maillot jaune, donc tout est encore ouvert. Hein. On a toujours pas de champion en titre, pas de champion ultime pour maillot jaune. Ketchup, c'est tout simplement tous les shows de WWE qu'on analyse ensemble. Je vous rappelle, pour nous suivre, c'est très simple, ne manquez aucun épisode, c'est gratuit sur toutes les bonnes plateformes. En même temps, je vérifie que cet épisode était bien enregistré. Oui, cet épisode était bien enregistré. Le petit coup de stress. Donc, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur YouTube et sur les réseaux sociaux, même si on n'est pas forcément super actif. Là où on est super actif, c'est sur le Discord. Venez nous rejoindre sur le Discord. On discute de catch entre fans éclairés. Dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, le lien est dans la description et évidemment, le concours de pronos. Je vous en supplie, avant de vous quitter, si je regardais un petit peu ce qui s'est passé, sur les choses, qu'est-ce que les autres ont dit. Voilà, il me reste 5 petites minutes là, avant d'atteindre la barre de l'heure. Donc, allez, je m'accorde 5 minutes. Pour voir un petit peu ce que vous avez dit là sur le Discord. Ouais, donc là c'est pas 3-5. Ok, qu'est-ce que. Alors attendez. Ouais, Yamcha qui nous fait. Voilà, Yamcha, notre suiveur aussi de Sport US, qui a eu peur pour Paul Heyman évidemment. Incroyable main event de Ringside. Là, on parle du SmackDown. Ça se savoure, la WWE en ce moment. Ça se savoure. Et oui, chef. Bon, Ringside. Quelle semaine encore, nous dit Deadpool Vince. Oh my god moment de la Bloodline sur le pauvre Paul Heyman. Le retour de Roman Reigns va être dantesque. Et oui, et pour vous, dites-nous, quand est-ce que vous pensez que Roman Reigns, quand est-ce qu'il doit? Quel est le meilleur moment pour Roman Reigns? C'est une des questions d'ailleurs. Tiebreaker, est-ce que Roman Reigns fait son retour à Toronto? Ça va être... Non, on a encore trop de choses à raconter. Mais c'est pas déconnant de se dire que cet été,
il va peut-être se passer des choses maintenant que Paul Heyman s'est pris un énorme bum, comme le dit Raphaël. Très homogène la carte Money in the Bank, presque trop, nous dit Rafa. J'aurais été d'accord si on n'avait pas rajouté Drew McIntyre, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore vu, il n'y avait pas encore le Monday Night Raw. Donc, mais c'est vrai que tout le main event, voilà, tout la mid-card, bon, après, il y a des différents statuts. Hein. Andrade, voilà, le mec, je crois, il est champion speed à l'heure actuelle et on le voit pas, il a 0 programme. Donc, entre Andrade et un Gable et LA Knight, il y a quand même encore quelques niveaux de différence. Mais bon, Raphaël est évidemment aveuglé par son amour pour le Mexicain. Il demande des anciens champions du monde, et ben on a Drew McIntyre. Je trouve que c'est pas mal justement d'avoir un main eventer bien identifié dans ce Money in the Bank. Je trouve ça excellent. Je trouve que justement ça va permettre d'avoir un vétéran, ça apporte du star power, ça apporte voilà, un mec qui va pouvoir diriger les opérations, ça peut donner plus de légitimité aussi à tous les autres qui vont devoir se défaire d'un ancien champion du monde pour pouvoir arriver tout en haut et décrocher la mallette. Donc je trouve le casting est vraiment très très bon, hein. Vraiment très très bon, et finalement tout comme les filles, tu peux tous les voir gagner quasiment. Voilà. Après, tu as des super coups, genre si Carmelo décroche la mallette, là, on marche sur la tête, quoi. Mais justement, il apporte ce côté-là. Le mec vient d'arriver et imagine. Et si, voilà. Donc, je trouve que justement, on peut dire que c'est homogène, mais si tu regardes de plus près, je suis pas sûr. Dans tous les cas, comme le dit Giscal, ça va être ouvert. Ça va être ouvert et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, derrière, de quoi ça me fait plaisir, le jour où Heyman va revenir, nous dit Giscal, il va te lâcher une petite promo, voilà, la grosse pop, la pop de la décennie. Petit coup de frein qui nous dit sur Raw avec les Wyatt Six, inévitable, ouais d'accord, mais comme il le dit aussi, hein, on est d'accord, le côté famille, les punchlines entre Jay et Gable aussi qui se chauffent, tout ça a du sens, c'est pas mal. Et voilà. D'ailleurs, Deadpool qui dit, il a raison, hein, Giscal, t'es dur là, Bo Dallas sans Cloudy. La transformation de l'un en l'autre s'est faite naturellement. Beau disparaît pour embrasser complètement son identité. Bah voilà, hein, il arrive, il a une mission. Et puis Balor et Liv Morgan, peut-être. Et si, et peut-être. Et peut-être. Et peut-être. Et peut-être. Et pourquoi pas. Et si. Voilà. Donc on est pas mal, je vous remercie là, pour tous vos petites reviews, vos petits retours que vous faites sur le chat, sur le Discord. Ça permet moi de faire le report. Allez, je vous laisse, on arrive à la fin de l'heure, tranquillement mais sûrement. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end là, hein, pour À ton roto. N'oubliez pas les pronostics. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous justement un bon week-end et une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, on va réchauffer ce café que je n'ai du coup pas eu le temps de terminer.